Bonjour à tous et bienvenue sur le JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto récentes et qui est sponsorisée aujourd'hui par Coinbase. Pour commencer, une bonne nouvelle. La procédure de rééquilibrage du RSETH sur AV touche à sa fin. Dès lundi, la dernière tranche de RSETH qui doit être transmise à Layer 0 par KelpDAO sera envoyée et la valeur du RSETH sera de nouveau entièrement garantie par de l'Ether. Le plus gros piratage de l'année jusqu'à maintenant aura été complètement résorbé en quelques semaines à peine. Une grande victoire pour la DeFi, même si, dans un monde idéal où ils avaient fait plus attention à la sécurité, ce piratage n'aurait jamais eu lieu. Et pendant ce temps, malheureusement pour Polymarket, ça a été à leur tour de se faire pirater. Le montant est toutefois beaucoup plus faible puisqu'il ne s'élève qu'à 520 000 $ au lieu de 293 millions. Et il est beaucoup moins gênant car il résulte visiblement d'un vol de clés privées lié à une adresse administrateur de Polymarket. Ce n'est donc pas un piratage de la plateforme elle-même et de ses contrats intelligents, mais plus probablement d'un ordinateur appartenant à l'équipe Polymarket. Pour régler le problème, il leur suffit de retirer le privilège d'administrateur de cette adresse. Il n'y aura donc en principe pas de conséquences graves à cet incident. On ne peut toutefois pas en dire autant de l'enquête qui vient d'être ouverte par le Congrès états-unien. Dans ce communiqué publié vendredi, il est indiqué clairement que leur législateur se pose quelques petites questions vis-à-vis des mesures prises par les plateformes de marché prédictif pour empêcher le délit d'initié. Des questions qui s'appliquent donc également à Kalshi, l'autre grande plateforme de marché prédictif. Les demandes sont les mêmes dans les deux cas. Le Congrès veut avoir tous les documents et communications portant sur le système de vérification d'identité, les règles et procédures de contrôle des utilisateurs, autant américains qu'étrangers, la liste des partenaires et technologies utilisées, des analyses sur le coût financier des mesures de KYC, les documents et communications liés aux opérations militaires américaines et israéliennes en Iran, etc. Pour l'instant, aucune décision n'a été prise puisqu'ils viennent tout juste de demander ces informations, mais dans un avenir proche, les plateformes de marché prédictif risquent d'en prendre pour leur grade. Ce qui, par ailleurs, leur est déjà arrivé en Inde, par exemple. Depuis le 1er mai, une nouvelle loi contre les jeux d'argent en ligne, votée en 2025, a commencé à s'appliquer sur leur territoire. Et évidemment, ça concerne aussi Polymarket. Raison pour laquelle leur ministère de l'électronique et des technologies de l'information avait envoyé il y a un mois une lettre rappelant à tous les fournisseurs de VPN et autres intermédiaires qu'ils doivent bloquer ces sites en ce qui concerne leurs clients indiens. Tandis qu'ironiquement, pour l'instant, l'Inde ne figure même pas sur la liste des pays bloqués par Polymarket ou Kalshi. D'un autre côté, il faut le dire quand même, un blocage total de Polymarket paraît improbable aux États-Unis. Ils vont probablement juste prendre une amende et faire l'objet de quelques nouvelles lois pour finir totalement réglementés et contrôlés. C'est précisément ce chemin-là qu'ils sont en train de prendre au Japon où il est apparemment prévu par Polymarket de s'implanter en toute légalité d'ici 2030. En matière de crypto, aux États-Unis, cette semaine, il est aussi question de concrétiser les ordres exécutifs de Donald Trump visant à créer une réserve stratégique de crypto. En effet, un nouveau projet de loi a été annoncé par Nick Begich. Ce n'est pas sa première tentative et le dernier a échoué, mais peut-être qu'il aura plus de chance cette fois-ci. Baptisé Acte de modernisation des réserves américaines de 2026, celui-ci serait apparemment basé sur la concentration des cryptos détenus par les diverses agences fédérales entre les mains du département du Trésor et l'accumulation graduelle d'actifs à travers les saisies, pénalités, etc. Ici, pas question d'acheter activement des bitcoins comme c'était le cas dans d'autres projets de loi. Et en plus, 2 réserves sont prévues, une pour le Bitcoin et une pour les autres cryptos. C'est probablement la meilleure solution puisqu'elle garantit à grande échelle de conserver les cryptos préférés du public et donc celles qui ont le plus de chances de voir leur valeur augmenter à travers le temps. Alors que si on y réfléchit un peu, une loi qui mandate l'achat de Bitcoin et rien d'autre, ça revient en pratique à de la planification centrale. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, le texte n'est même pas encore visible sur le site du Congrès, alors il va falloir attendre un petit moment avant de savoir s'il a la moindre chance de passer. Passons donc à la dernière actu concernant les États-Unis, l'annonce par le milliardaire Mark Cuban de la vente de ses bitcoins. Dans un entretien avec Front Office Sports, la discussion a brièvement porté sur les cryptos et il a déclaré à ce moment que même si la crypto n'est pas morte, elle est très décevante parce qu'il n'existe à ce jour aucune application crypto que les petites mamies complètement paumées peuvent utiliser. Et en plus, il y a aussi la question de la valeur qui s'est effondrée au lieu de monter lors du début des conflits en Iran, alors que l'or a explosé à la hausse. Pour lui, c'est la preuve de l'échec du numéro 1 de la crypto à remplir une fonction de couverture face aux déboires de la monnaie fiduciaire. Il en conclut donc que le Bitcoin est particulièrement décevant, Ethereum un petit peu moins et que les meme coins ne sont rien de plus que des déchets. Et au moins sur ce dernier point, on est d'accord. Maintenant, petite pause pour faire part d'un message de Coinbase, notre sponsor du jour. Chez eux, vous pourrez trouver un écosystème crypto complet conçu pour satisfaire autant les débutants que les experts du trading. Et à travers sa filiale luxembourgeoise, Coinbase dispose aujourd'hui du statut PSCA et peut vous offrir ses services en toute légalité. Il vous propose plus de 300 cryptos différentes, un système d'investissement programmé pour accumuler tranquillement de la crypto, ainsi que des outils plus sophistiqués pour trader activement. Et bien évidemment, comme les règles MiCA l'imposent, les actifs de leurs clients sont strictement séparés de leurs propres actifs. Même si c'est une évidence aujourd'hui, c'est toujours bien de le rappeler. En cas de problème chez eux, vos fonds resteront protégés et ne pourront pas être utilisés pour éponger leurs dettes.
Enfin, côté sécurité, on peut aussi rappeler qu'ils ont l'authentification à 2 facteurs, un coffre virtuel gratuit pour stocker vos cryptos à plus long terme en toute sécurité, et un service après-vente disponible à tout moment et en français en cas de pépin. Alors si leur plateforme vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur notre lien d'affiliation en description pour bénéficier d'un bonus de 15 €. Et maintenant, retour aux infos avec la dernière déclaration de notre estimé président de la République. Au cours de l'édition 2026 de la conférence No Money for Terror, ce mardi, Emmanuel Macron s'est exprimé et il a parlé évidemment des crypto-monnaies. Il a commencé par admettre que la crypto est porteuse de progrès et d'opportunités indéniables, comme il dit, mais en même temps, il l'accuse de favoriser l'opacité parce qu'elle est basée sur le pseudonymat. Ce qui est un petit peu ridicule au vu des outils modernes de pistage on-chain. Et il continue en la qualifiant, je cite, d'instrument massif de contournement de toutes les règles que nous nous sommes données, avant de finir par nous parler de Far West. C'est vraiment une lubie chez lui, ça, hein ? La crypto, c'est le Far West, les réseaux sociaux, c'est le Far West, l'océan, c'est le Far West. Par contre, l'intelligence artificielle ne peut pas être le Far West, et la Nouvelle-Calédonie, c'est pas le Far West. Enfin, en conclusion de cette conférence, le GAFI a officiellement déclaré prendre certaines mesures pour lutter contre le financement du terrorisme. Parmi celles-ci, on trouve le partage entre les pays des données liées aux cryptos, comme c'est le cas pour les données financières classiques. Et pendant ce temps, de l'autre côté du monde de la finance, justement, on s'inquiète pour les données personnelles des gens. Pendant que la BCE avance sur son projet d'euro numérique, la CNIL et son homologue allemande tirent toutes les deux la sonnette d'alarme. D'après elle, la confidentialité des transactions n'est pas suffisamment respectée et c'est un gros problème. Certaines mesures ont beau être positives, comme la mise en place d'un mode hors ligne, d'autres leur semblent insuffisantes. La pseudonymisation des données échangées par les fournisseurs de services sur le réseau de l'euro numérique ne serait en effet pas suffisante pour protéger les citoyens qui pourraient toujours être identifiés comme ils le sont sur les blockchains pseudonymes aujourd'hui. La CNIL suggère donc l'utilisation d'identifiants dynamiques plutôt que d'un identifiant fixe, et en parallèle, elle se soucie du problème de la double dépense. Encore quelques mois de travail sur le sujet et ils vont réinventer Monero. Enfin, dans le camp d'en face, celui des monnaies stables qui font si peur à la Banque Centrale Européenne, les choses continuent d'avancer à leur rythme. Le groupe Kivalis, initialement constitué d'une poignée de banques européennes, en compte désormais 37. Mais pour ce qui est de la monnaie stable indexée sur l'euro qu'ils ont prévu de construire, sa date de disponibilité prévue n'a pas changé. Elle est toujours attendue pour le deuxième semestre 2026 si tout se passe bien avec les régulateurs européens. Et malheureusement pour eux, ça n'a pas l'air de se passer très bien pour l'instant. Pas plus tard que ce vendredi, la Banque Centrale Européenne a exprimé un avis négatif sur les monnaies stables lors d'une discussion avec un groupe de lobbying pro-crypto. Comme d'habitude, Christine Lagarde a mis en avant l'argument traditionnel du risque de diminution des dépôts bancaires en faveur des dépôts chez les émetteurs de monnaie stable, ce qui réduirait les profits des banques et la capacité de la BCE à contrôler la population à travers les taux d'intérêt. Ce qui, à terme, pourrait diminuer la capacité de prêt des banques traditionnelles et faire s'effondrer le château de cartes en levier x400 que représente notre économie actuelle. Bref, c'est mal parti pour les monnaies stables et Kivalis n'y fera peut-être même pas exception malgré les institutions participantes. Et pour en finir avec les actus de la semaine, parlons d'une affaire très intéressante parce qu'elle prouve que la CNIL a raison et que le pseudonymat ne vaut rien face à une entité étatique. Cette semaine, en Italie, l'arrestation d'un fraudeur devenu riche a été annoncée. Pour résumer, il s'agissait d'un amateur de trading crypto et plus spécifiquement des ordinaux, les inscriptions Bitcoin qui ont beaucoup fait parler d'elle lors de leur apparition. Son modus operandi était très simple, il vivait d'allocations et il passait son temps à trader les ordinaux pour s'enrichir sans rien déclarer. Parce que la loi italienne est un peu différente. Chez eux, les échanges crypto-crypto sont aussi taxables, donc normalement, il aurait dû payer pas mal d'impôts. Alors bon, s'il avait été intelligent, il aurait été très difficile à pister. Mais non. En prenant l'habitude d'envoyer quelques bitcoins sur des plateformes d'échange centralisées qui connaissaient son identité, il a permis à la justice de relier le portefeuille à un nom, et quand ils ont débarqué chez lui pour saisir son ledger, c'était game over pour sa carrière de trader d'ordinaux. Parce qu'avec toutes les données fournies par les plateformes d'échange et Chainalysis Reactor, les autorités italiennes avaient pu retracer l'intégralité de son parcours et ça va certainement lui coûter une bonne partie du million d'euros qu'il avait accumulé. Comme le dit à peu près le proverbe, le crime ne paie pas toujours quand on le commet sur une blockchain pseudonyme. En tout cas, il est temps de se quitter, alors je tiens à vous rappeler si jamais qu'un lien vers Coinbase est en description de la vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et j'espère qu'on se reverra dimanche prochain sur YouTube. A bientôt.